Alors, une fois ces rappels faits, nous allons passer à la rubrique suivante, courrier des lecteurs. On a pas mal cette semaine, c'est bien. On est très content de partager ça avec nos auditeurs. Alors, le premier courrier. J'aimerais vous signaler un phénomène médiatique un peu étrange que vous n'avez pas encore abordé. Alors, je regarde ça en coin et je suis attentif. Chloé Framery, activiste bien connue des milieux altermondialistes et gauchistes et qui pourtant s'invite depuis quelque temps dans les salons feutrés du souverainisme et du national-populisme. Oui, vous avez bien lu, la militante No Border est applaudie aujourd'hui dès demain dans des émissions où l'on parle frontières, nations et identité. Une prouesse d'équilibrisme idéologique à saluer. Récemment, elle a été interviewée par la mulâtresse Clémence Oudiakova pour le média Toxin, dans une séquence aussi critique qu'un goûter d'anniversaire. Notons au passage que le manipulateur et menteur André Berkoff collabore aussi à ce média sous contrôle du Sanhédrin. Dans plusieurs entretiens passés, Framery a en effet déroulé tranquillement sa vision du monde. Frontières ouvertes à tous, filtrage zéro et immigration sans limite. En bref, la douane selon Bisounours. Ce qui est cocasse, c'est qu'elle continue d'être accueillie à bras ouverts par des milieux qui, jusqu'à preuve du contraire, affirment que les nations ont des frontières et que les États servent à quelque chose. Framery est surtout encensé pour son opposition aux mesures sanitaires pendant la crise Covid. Très bien. Mais fallait-il vraiment une prêtresse gaucho-mondialiste pour comprendre que quelque chose clochait dans la gestion de cette pandémie? À croire que tant que quelqu'un crie complot, peu importe d'où il parle, bien on peut être accueilli partout. Elle explique aussi dans ses interventions, avec un rire jouissif et non dissimulé, je crois qu'une de ses filles a été élevée par des blacks et des arabes et qu'elle adore la diversité. Chloé est une figure hybride du nouveau confusionnisme. Rebelle anticapitaliste, immigrationniste forcenée et désormais égérie ponctuelle des milieux souverainistes, pour peu qu'elle continue à dire que les vaccins c'est le diable et que ce public ne connaisse pas sa soif illimitée pour tout ce qui n'est pas blanc, ça passe. Bien à vous, et c'est signé Hurgin Tonic. Alors, ça m'intéresse particulièrement cette critique. Cher Fjörgin, autant pour moi, j'écorche ton nom, Fjörgin. Ça m'intéresse particulièrement parce que moi aussi, c'est le constat que je dresse, le souverainisme est devenu une espèce d'égout où toutes les forces nihilistes viennent se concentrer. Ce ne sont plus des forces de proposition constructive, mais des forces de pur ressentiment, qui n'ont rien de fondamentalement positif à proposer. J'imagine que cela guette plus ou moins toutes les forces d'opposition, historiquement, à un moment ou à un autre de leur évolution, mais là maintenant c'est vraiment tangible. Et ces rapprochements deviennent vraiment gênants, je veux dire. Alors ce sont pas des convergences absolues, hein, mais ce sont on va dire des rapprochements. Cette convergence est assez illustrée. J'aime bien le mot confusionnisme. Le mot confusionnisme est intéressant. Vous savez que le confusionnisme c'est un thème c'est un axe d'attaque utilisé par le système établi pour dire qu'il y a une confusion entre droite et gauche. Et généralement, ce sont des gens de gauche qui accusent certains autres éléments de gauche de faciliter en fait une espèce de confusion, de trouble dans la définition de la gauche et de la droite par certains rapprochements, et donc qu'il y a certains éléments de gauche qui, en manquant de rigueur intellectuelle, politique et morale, permettent à des gens de droite ou d'extrême droite de répandre certaines de leurs théories à gauche. Ainsi, par exemple, Alain Soral a été souvent accusé de répandre le confusionnisme. Et là, c'est intéressant puisque notre auditeur récupère le terme confusionnisme, mais plutôt de notre bord en disant attention, finalement, il y a des gens qui dans nos milieux sont pas très au clair sur ce qu'ils pensent et qui laissent venir des gens de gauche venir polluer notre camp. C'est absolument juste. C'est absolument juste. Je partage totalement cette analyse. Alors moi, je suis pas sectaire. C'est-à-dire que tout le monde a le droit d'évoluer, tout le monde a le droit, évidemment, d'apporter une contribution positive après avoir fait un travail critique sur ses positions. C'est entendu. Mais là, on n'est pas là-dedans, dans le cas d'espèce. Et je l'ai remarqué, je le remarque partout, en fait, où des souverainistes sont en mouvement. En fait, le souverainisme devient
une tentacule de la gauche. C'est très clair. C'est très clair. Par les thématiques qui reviennent constamment. J'aurai probablement l'occasion d'y revenir, mais un des exemples qui me vient en tête, donc c'est sous couvert de débat. Alors vous savez, les gens aiment les débats. Alors je ne sais pas si les gens aiment les débats, mais certaines personnes aiment les débats, à tel point que le débat devient vertueux en lui-même. Il faut débattre de tout, voilà. Alors moi, j'aime pas le débat, je vous le dis, j'aime pas débattre. J'aime pas ça. Mais bon, j'estime que quand on est sûr de ses convictions, on n'a pas besoin d'aller débattre. Mais comme c'est un usage qui est très répandu et que tout le monde va absolument débattre de tout, et que le débat finalement la culture du débat finissant par s'user en elle-même, on cherche un peu à chaque fois à élargir les possibilités de rencontre pour les rendre un peu plus sulfureuses. Je pense que là, ça témoigne d'un vrai problème parce qu'au fond, tous ces gens-là, ils se mettent d'accord sur un truc qui devient le machin d'Asselineau en fait. C'est le Frexit en fait. Et ils sont tous là en train de danser autour de ce truc et du fétichisme étatiste en fait. Voilà, c'est-à-dire qu'il y a un renouveau de l'étatisme en France. Vous allez me dire, ah bon, un renouveau, pourtant on n'a pas l'impression qu'il a pris un coup de vieux avec tous les impôts qu'on paye. Non, effectivement, l'étatisme en France se porte très très bien, trop bien d'ailleurs. Mais si vous voulez, c'est la fuite en avant en fait du communisme national, et vous avez des communistes nationaux à droite, tout simplement. Alors souvent à droite, ils se dissimulent sous le terme valise gaulliste. Voilà, parce que c'est bien, parce qu'au moins ça empêche aux uns et aux autres de poser des questions. Ah, les gaullistes, bon, d'accord, ok, très bien. Bon, c'est un communiste comme les autres, hein, mais voilà. Et ça, je l'ai noté, et en fait, vous n'arrivez plus aujourd'hui à distinguer Nicolas Dupont-Aignan, de Florian Philippot, de Asselineau, comment dirais-je, de certains gens, de certaines personnes à l'extrême gauche, et ça favorise des rapprochements de plus en plus débiles. Parce qu'en fait, si votre thématique c'est comment sauver, en gros, l'appareil étatique français, donc en gros l'administration, quoi, au prétexte qu'elle serait un rempart, je sais pas quoi d'ailleurs, parce que ce qui est une illusion, parce que si l'État français était un rempart à l'oligarchisme aggravé depuis 1913, on l'aurait su. En fait, le reste devient contingent. Donc on veut bien fermer un peu les yeux sur nos griefs sur l'immigration, par exemple, si on vient de la droite. Bon, allez, on va mettre ça un peu de côté pour pas trop froisser les gens de gauche. Voilà. Et puis en face, bon, allez, voilà, on va pas non plus en faire des tonnes sur le droit des musulmans à nous coloniser. Voilà, bon, allez, mettre ça un peu de côté, au moins le temps du débat, voilà. Et en fait, vous arrivez avec ce machin où tout le monde tourne en rond autour de l'État français qui devient une espèce d'idole, là, et ça vous donne le souverainisme. Et vous avez des trucs vraiment affreux, parce que vous avez le juif Sapir qui se pique d'être un économiste. Alors, il y a des gens qui vont demander à Sapir quoi faire. Le mec conseille quand même économiquement le gouvernement du Venezuela. Alors moi, s'il y a quelque chose que je souhaite à personne, économiquement, c'est de finir au niveau du Venezuela. Ça, c'est... Bon, Sapir, qui est un agent, donc c'est un membre du Parti communiste français, qui a été recruté par le KGB durant la guerre froide et qui continue. Bon, les Russes, ils s'en foutent, ils s'en servent, ils se servent des tas de gens. Hein, là, c'est de la réelle politique. Hein, y a pas de, c'est purement froid. Hein, mais ils se servent du juste Sapir pour faire de la propagande, c'est tout. Mais moi, enfin, Sapir, moi, je m'en sers même pas pour changer l'ampoule dans ma salle de bain, je veux dire. Et ben, ça devient une autorité à droite. Donc là, vous voyez, ça commence sérieusement à déconner. Mais le gris-gris souverainiste a tout bouffé. C'est pour ça que j'ai dit que le délire, le chauvinisme étatique à la Asselineau a tout dévoré. La défense du substrat racial français a été complètement éclipsée à droite par ce gris-gris administratif qu'est le souverainisme, donc qui est une production essentiellement d'énarques, hein, si vous regardez, Asselineau, Philippot, quelques pièces rapportées ici ou là qui viennent de grandes entreprises d'État ou para-étatiques, voilà, je ne vais pas faire toute la liste. Et au fond, vous arrivez avec un discours assez monolithique qui est un peu l'équivalent de ce que fait Farage en Grande-Bretagne. Alors Farage est quand même plus libéral parce que les Britanniques de tradition sont beaucoup plus libéraux, mais c'est un peu le même discours, avec un gros problème quand même, c'est que ça sert à rien, puisque évidemment, vous allez voir avec Farage, hein. Alors attention, quand je dis que ce sont des communistes nationaux, c'est sous-entendu, c'est la fétichisation de l'État, c'est l'explication de tous les problèmes
par l'omnipotence étatique, etc. Ça ne veut pas dire que, par ailleurs, je suis un adepte de Milley, par exemple. Vous voyez, c'est pas ça. Il y a plus de nuances dans ce que je dis. Mais on voit bien que c'est le plus petit dénominateur commun de tout ce beau monde. Voilà, c'est en fait, il faut sauver le machin qu'on appelle l'État français. C'est pas trop ce que c'est. Quand on regarde ceux qui le dirigent, c'est pas très tentant. Quand on voit son bilan au bout d'un siècle et demi d'existence dans sa forme républicaine, c'est encore moins tentant. Mais visiblement, il faut le sauver parce que sinon le ciel va nous tomber sur la tête. Moi, je suis pas tellement convaincu. Et pour moi, ça va produire ce qu'a produit Farage, c'est-à-dire pas grand-chose de productif. Farage en est quand même réduit à dire que, je l'ai dit, je vais le répéter, je vais pas me lasser, hein, que l'avenir de la Grande-Bretagne repose sur une bonne entente avec les musulmans. Farage explique, je l'ai dit dans la dernière émission, que pour justifier le Brexit, quand des influenceurs halogènes, notamment pakistanais, le prennent à partie sur ce sujet, il dit le Brexit, on l'a fait pour réduire le nombre d'immigrés blancs, c'est-à-dire d'Europe. Si vous allez au bout de la logique souverainiste, si c'est ça la défense de l'État et de l'administration étatique française, si c'est ça votre truc ou administration étatique britannique, vous allez terminer dans ce type de discours pour plaire à vos compatriotes de couleur. C'est inévitable. Et ça va vous donner du Delogu quand il va en Algérie. Qu'est-ce qu'on a en commun avec les Polonais? Bah oui, si ton compatriote sous la même administration, ça peut être un Algérien, un Nigérian, mais qui a reçu les papiers français, qui a été à la préfecture. Au bout d'un moment, ouais, t'es une nation café au lait, passablement islamique d'ailleurs. Quel rapport avec les Polonais? Quel rapport avec avec les Tchèques? Quel rapport avec les Slovènes? Bah oui, au bout d'un moment, oui, ça c'est une constatation empirique. Quel rapport avec l'Europe en fait? Donc le souverainisme, par la détestation de l'Europe, parce qu'il faut pas rêver, hein. Il dit non, c'est l'Union européenne. Non, non, c'est pas l'Union européenne, c'est l'Europe. Le souverainisme est l'Europe, pas l'Union européenne. L'Union européenne, c'est simplement la forme politique du moment, d'ailleurs qui est juste une bureaucratie à l'image de ce qu'on trouve à Londres, à Paris, à Berlin. Je veux dire, c'est pas hors sol, hein, Bruxelles. Hein, c'est simplement l'émanation des élites européennes aujourd'hui. Hein. Non, non, c'est une détestation beaucoup plus profonde de l'Europe comme peuplement, comme culture commune. Voilà, c'est simple. Voilà, et ça vient de loin parce qu'en France, ça vient de la détestation de l'Allemagne. Donc l'anti-germanisme a muté en anti-européisme, européisme ici n'étant pas européisme au sens construction européenne, mais européisme au sens de l'Europe comme réalité historique et anthropologique, c'est ça qui aujourd'hui a pris forme. Voilà. Et donc en fait, l'antinazisme, en gros, l'antinazisme de 1945 a continué à évoluer, il a sa vie propre, et puis ça s'étend. Ça s'étend parce que l'Allemagne, comprenez bien, depuis 1945, l'Allemagne n'est plus l'Allemagne. Donc ça s'étend à une Europe mythifiée. Oui, moi je suis frappé par ça d'ailleurs. Dans la rhétorique des souverainistes, ils font un procès en nazisme à l'Ukraine. Donc ils reprennent d'ailleurs la propagande débile des Russes. Parce que les Russes, bon, bah, ils ont un exemple historique, c'est la guerre contre l'Allemagne. Donc ils disent ça. Bon, d'accord, ok, à domicile ça marche peut-être, et encore, je suis même pas sûr. Mais dans les cercles souverainistes chez nous, il y a des mecs qui racontent ça quand même. Que cette espèce de structure ultra corrompue dirigée par un juif est l'avant-garde du Quatrième Reich. Avec tous les neuneux d'Asselineau, de Philippot qui répètent ça en boucle. Enfin, je veux dire, c'est à se taper la tête contre les murs. C'est des oligarques juifs qui pillent le pays, et on vous explique que c'est la réincarnation du projet d'Heinrich Himmler. Enfin, je veux dire, bon, à un moment donné, si vous voulez, le foutage de gueule, ça a des limites aussi. Donc, c'est une escroquerie. C'est une escroquerie. Et vous voyez que le ressentiment de gauche, il est sous-jacent de ce souverainisme. Ça n'a rien de blanc. À Berkane, etc. Ils vont là-dedans, fatalement, ils savent qu'ils peuvent se faire une niche là-dedans. Voilà. C'est pour ça que le souverainisme aujourd'hui, c'est une impasse, ça ne sert plus à rien. Peu importe ce que deviendra l'Union européenne d'ailleurs. Si l'Union européenne, c'est comme l'Empire romain, hein, si elle se casse la gueule, elle se cassera la gueule. Qu'Asselineau parle ou il ne parle pas, hein, je veux dire, faut pas rêver. Mais la qualité de la production des souverainistes est absolument effrayante. Les souverainistes mettent la question raciale sous le tapis pour faire croire au mythe d'un État séparé du reste de l'Europe qui serait entre guillemets souverain pour bâtir quoi en pratique? Une espèce de nouveau Venezuela. Merci sans moi.
Voilà, ça m'intéresse pas. Si vous voulez ça, vous votez pour la France insoumise et ça ira très bien. Voilà mon sentiment. Mais c'est très juste, hein, donc je connaissais pas cette gauchiste en particulier citée par notre auditeur, mais ça ne m'étonne pas du tout. Toxin, je suis ça aussi du coin de l'œil, etc. Je dis pas que tout ce qui se dit est absolument inaudible, mais je vois bien aussi où ça va. Il y a des médias qui sont plus mitigés, mais même sur Radio Courtoisie, qui est réputée de droite, il y a très peu d'émissions qui échappent à la maladie souverainiste. Hein. Très très peu. Hein. Tout, tout tourne autour de ça. Sous-entendu, le problème est à Bruxelles, il n'y a pas de problème à Paris. Je, 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 Écoutez, le projet de création d'un système mondial unifié n'a pas commencé avec l'Union européenne, d'accord. Donc ça existait bien avant, et comme l'a prouvé le cas anglais, une fois qu'on est sorti de l'Union européenne, il continue, même en Angleterre. Donc voilà, parce que le problème est lié à des élites qui suivent une politique. Et si c'est pas formellement dans une même structure, ça sera informellement dans une structure ad hoc. Voilà. Combien de procès pour les souverainistes? Aucun. Donc ça, c'est un bon test hein, pour voir si quelqu'un pose problème. Combien de procès ces gens ont encouru pour avoir défendu leurs thèmes qui sont soi-disant censurés partout? Nulle part. Asselineau a été poursuivi pour des histoires de mœurs. Il n'a pas été poursuivi pour des histoires politiques. Donc, pourtant, ça fait des années qu'ils répètent les mêmes choses. Donc, ce sont pas du tout des forces subversives du tout. Et puis en plus, ça consiste à dire, hein, on va revenir dans les années 50. Du coup, bah, il y a la concurrence très forte, puisque finalement, ils vendent le même produit. C'est-à-dire que Nicolas Dupont-Aignan, Asselineau, Philippot, mais même, hein, je veux dire, même au RN, hein, ça devient compliqué parce que le RN, c'est très drôle parce que ils essaient plus ou moins de faire comprendre qu'ils veulent le Frexit sans le vouloir, etc. Et ce qui évidemment donne des flèches à leurs adversaires qui disent ah mais vous voyez, vous êtes pas au clair, si vous savez pas où vous voulez mener la France en fait, vous êtes ambigu, vous nous cachez quelque chose. Bon bah ça en débat c'est dévastateur parce que soit on dit je suis pour le Frexit, je prends la France, quitte l'Union européenne, voilà, et on le dit, on l'explique, on présente son projet, etc. Soit on le veut pas du tout et on embrasse totalement l'Union européenne, quitte à dire, je sais pas ce qu'il faut dire d'ailleurs, mais voilà, mais ils sont quand même entre deux eaux, etc. Parce que justement, ils ont aussi ce petit lobby souverainiste qui fait pression et qui ne laisse pas indifférent des gens d'ailleurs qui y croient fondamentalement, parce qu'en fait, Marine Le Pen, contrairement à ce qu'on peut entendre ici ou là, de la part des souverainistes, Marine Le Pen veut le Frexit. Hein. Alors c'est pas qu'elle le fera, mais qu'elle espère que à la première occasion, elle sorte. Ce qui change strictement rien. D'ailleurs, la France serait simplement en dehors de l'Union européenne, mais avec autant d'Africains et d'Arabes, ce qui est quand même le principal problème, parce que l'Union européenne est un non-problème. Enfin, c'est un problème marginal, j'entends. Contrairement à tout ce qu'on peut entendre, dire que c'est un super État. Non, l'Union européenne n'est pas un État, n'a jamais été un État. La France a tous les attributs d'un État. Preuve en est, Orban fait un peu ce qu'il veut chez lui. On le menace plus ou moins de sanctions qui sont jamais mises à l'exécution, etc. Bon voilà, et c'est la Hongrie. Excusez-moi. On lui promettait chaque matin la fin du monde, etc. Bon, voilà, non, il fait ce qu'il veut. Il veut pas prendre d'arabe, il en prend pas. Voilà, ou alors il en prend. Ouais, bref. Non, en fait, c'est une construction intellectuelle des souverainistes qui considèrent croire que les États sont complètement impotents. Non, c'est pas vrai du tout. Les États en Europe sont pas du tout impotents. Mais ils ont une politique destructrice que la plupart d'entre eux poursuivent sciemment. C'est tout. En termes d'immigration, c'est exactement ça. Si demain un État en Europe ne veut pas d'immigrer, il n'y aura pas d'immigrés dans cet État. C'est une question de volonté, c'est pas une question. Tu sais, ils ont toujours des arguments d'avocats. Ah oui, non, mais machin, le règlement truc, etc. Et alors quoi, l'Union européenne va faire quoi? Déployer des tanks? Il n'y a pas de tanks de l'Union européenne. Vous voyez, ça veut rien dire. Vous voyez, c'est les États qui abondent la caisse de l'Union européenne, c'est les États qui versent de l'argent à l'Union européenne. Il n'y a pas un État européen qui lève l'impôt en Europe, par exemple, et qui finance son arme avec. Donc tout ça n'existe pas. Vous voyez, c'est tout. Et pendant qu'on est enfermé dans des débats sans intérêt d'ailleurs, parce que bon, on pourrait se lancer dans un débat sans fin sur la gestion, je sais pas moi, de la région Rhône-Alpes par exemple, hein, pourquoi pas aussi, tant qu'on y est. Ça règle pas des questions beaucoup plus fondamentales d'orientation générale des sociétés blanches, donc les questions dures de remise en cause qu'il faut poser sur la table, que ne posent évidemment pas les souverainistes, qui ne peuvent pas se les permettre, tout simplement, parce que s'ils posaient les vraies questions, c'est direction le tribunal et dissolution de leur parti.
C'est ni plus ni moins que ça, quoi, voilà. Alors après, bon, bah, chacun aura son avis sur l'Union européenne, la construction européenne. Moi, je suis un européiste total, hein. Je veux dire, moi, je suis pour la grande Europe et tout. Alors, comment, quoi, le débat est ouvert. Mais je suis pour l'Europe puissance. Avec la Russie, je précise. Je suis pour la grande Europe, depuis toujours. Donc voilà, cette Union européenne, vous comprenez bien, ne m'inspire pas grand-chose, si ce n'est du mépris. Et je ne me reconnais pas, évidemment, dans ce que propose Van der Leyen, c'est entendu. Enfin, de là à faire de cette institution le foyer de tous les problèmes, c'est complètement faux. C'est complètement faux. C'est l'Europe fondamentalement elle-même qui traverse une crise historique, et l'Union européenne et les différents États ne font qu'être comment dirais-je, enfin comment dirais-je, les échecs de l'Union européenne comme structure ou des États respectifs de l'Europe ne sont que l'expression de cette crise historique que traverse l'Europe, qui est d'ailleurs consécutive à 1945, hein, ni plus ni moins, et qui pour moi est fondamentalement de nature raciale. Voilà. Prenez Mélanie, dont tout le monde nous disait le plus grand bien, sauf ici. Bon, elle explique qu'elle va importer d'ici 2 ans un demi-million de plus de migrants pour comment, aller travailler dans les fermes en Italie, ramasser des tomates ou que sais-je. C'est pas l'Union européenne qui leur dicte ça, hein. Ça, c'est le patronat italien qui dit voilà, on a besoin de larbin. Et Meloni, qui est liée à la droite patronale, eh ben, dit d'accord, même si elle fait campagne contre l'immigration. Voilà, c'est tout. C'est parce que la dégénérescence de nos sociétés qui amène à la dénatalité et qui, dans un système capitaliste de croissance perpétuelle, place des tensions insoutenables sur les finances des États. Et au bout d'un moment, bah, vous avez le responsable en chef, soit il fait une révolution, soit il cède. Bon, bah Mélanie, elle a jamais eu l'étoffe d'une révolutionnaire. Ça se saurait sinon. Voilà. De toute façon, voilà, enfin, je veux dire, une révolution, ça se fait dès l'arrivée au pouvoir, pas après, hein. Bon, elle a jamais voulu, donc elle poursuit le travail de destruction que les autres ont fait. Farage, une fois au pouvoir, fera pareil. Il dira, oui, non, mais vous comprenez. De toute façon, lui, il fait campagne sur l'immigration illégale. Sous-entendu, l'immigration légale, il y en aura. Pourquoi? Le patronat a parlé. Et le RN ferait pareil. Le RN ferait pareil, et ne vous mentez pas. Mais je me rappelle d'une discussion avec Manuel Valls, un coup on lui posait la question parce qu'il était en train de se lamenter sur justement les problèmes d'immigration, entre guillemets, d'intégration, ce qui veut rien dire, mais peu importe, et d'antisémitisme, parce qu'en fait, ce qui pose problème à Valls, c'est pas que des Français de souche se fassent égorger au coin des rues, c'est que de temps en temps, il y ait des Arabes qui fassent des attentats ou des agressions contre les Juifs. Et comme c'est un obligé du lobby juif, bah, il disait oui, effectivement. Et on disait oui, mais pourtant, quand vous avez mis à l'intérieur, vous avez accepté X centaines de milliers de migrants supplémentaires en France. Et là, il avait répondu, c'était à la télévision, hein, il avait dit oui, mais vous comprenez, la France a des besoins économiques. Donc, il parlait en tant qu'ancien ministre de l'Intérieur et ancien chef du gouvernement français. Ça veut dire que quand vous êtes ministre de l'Intérieur, comme l'est maintenant Retailleau, ou Premier ministre, les forces d'argent vous disent vous nous prenez tant, ou alors il y aura une attaque sur la dette. Et le mec qui n'a pas de force, parce que ces gens-là sont pas portés au peuple, pas au pouvoir par le peuple, il capitule. Parce qu'on leur dit mais c'est pas grave, on va te faire une campagne de presse intense, on va te dénigrer, on va t'abattre, on va faire monter tes concurrents, à la prochaine élection tu vas la perdre. Le problème c'est ce système démocratique. Voilà, faut pas chercher. Et c'est pour ça que les souverainistes, est-ce qu'ils parlent du problème démocratique? Non. Est-ce qu'ils parlent du vieillissement du corps électoral dont on a parlé dans les émissions précédentes, qui condamne mathématiquement la classe active blanche à ne gagner aucune élection pour avoir ses intérêts défendus? Non. Est-ce qu'ils parlent du grand remplacement? Non, ou quasiment pas. Et vous remarquerez qu'ils ont aussi un petit point commun, très généralement, pas tout le temps, mais très généralement, c'est une défense farouche d'Israël. Farouche. Bah, De Villiers, je vous rappelle, c'est quand même le mec qui a inventé le concept des Français d'Orient et des Français des Français du Levant. Sous-entendu, il y a des Français spontanément qui naissent en Israël, quoi. Ah bon? Je savais pas. C'est l'hyper souverainiste catholique vendéen contre Maastricht, c'est ça. Et le mec t'explique que la nationalité française, bizarrement, est étendue au Proche-Orient. Donc, tout ça, c'est de l'escroquerie, quoi. Je veux dire, c'est de l'escroquerie intellectuelle. Moi, De Villiers, c'est un autre escroc du souverainisme. Tu demandais, je sais plus, tu sais ce que disait Vincent, je sais pas quand ça a commencé. Bah, je peux te dire, ça a commencé avec Maastricht.
le référendum sur l'énergie. C'est là que ça a commencé à prendre. Et qui c'est qu'on a vu débouler là-dedans? De Villiers, Pasqua, donc les chevaux de retour du gaullisme, je veux dire, qui ont commencé à broder là-dessus. Seguin, parce que moi j'ai écouté l'argumentaire de Seguin à l'Assemblée nationale. Ah bah c'est simple, hein. Alors là, c'est vraiment conforme à l'orthodoxie comment dirais-je, robespierriste, 1793. Je vois pas comment une personne bien formée peut se retrouver dans un jargon pareil. Je veux dire. Quand Zemmour parle de souveraineté nationale, ça fait rien dire. Et encore, c'est pas le pire Zemmour parce qu'il parle quand même un peu d'identité. Voilà, on sait pourquoi, comment, où, mais même lui, il en dit un peu plus que les autres. C'est vous dire. C'est vous dire. Non, non, c'est vraiment une impasse et qui ne produira rien d'ailleurs. Et même, finalement, les gens ne sont pas tellement convaincus parce qu'ils peuvent se présenter aux élections, tous ces gens-là. Si ça amorçait dans l'opinion, bah, Dupont-Aignan, Asselineau, Philippot, que ce soit eux ou d'autres, hein, ils auraient des résultats probants. Bon, pour autant qu'on sache, à chaque fois, ça tourne quand même un peu la déculottée électorale. Et même le RN a senti que s'il voulait un peu percer électoralement, l'obsession pour le Frexit, fallait quand même mettre ça un peu de côté, parce que ça faisait pas vraiment vibrer les foules, quoi. Hein. Je veux dire, à part des vieux de la vieille là qui avaient des francs dans les poches, etc., qui veulent absolument avoir des francs dans les poches. Mais à part ça, non, quoi. Voilà. Alors moi, j'ai conscience d'être complètement en porte-à-faux avec ce qui se dit par ailleurs à peu près partout, parce que le souverainisme a bouffé les esprits de, de tout le monde quasiment dans la moitié droite de la population. Hein. Je suis pas de droite, mais ouais. Et à part quelques exceptions, voilà. Moi, pour l'Union européenne, moi, c'est pas une histoire de morale. Pour moi, c'est un instrument. Voilà. Soit tu t'en débarrasses, soit tu t'en sers en le contrôlant. Voilà, mais c'est tout. Vous voyez, c'est marrant, c'est drôle. J'ai l'impression que ces gens, quand ils touchent quelque chose, ils vont être contaminés. Vous voyez, c'est tout à fait marrant. Ils vont être contaminés par le péché, quoi. C'est très marrant. Ils ont un rapport hygiéniste à l'Union européenne qui est assez drôle. Moi, j'ai un rapport machiavélien à la politique. Moi, un instrument, ça me sert, je m'en sers. Si on n'en a plus besoin, on le jette. C'est aussi simple que ça. C'est ni bien ni mal. Voilà, tout simplement.